Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Ça marche pas. Ah oui, ça y est. Ça On a marche. fait le test. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Mon nom est Billy Robinson. Je suis animateur de l'émission Parole d'auteur sur MaTV. Et j'ai l'honneur et le grand privilège de rencontrer ces trois personnes extraordinaires dans notre littérature de la poésie au Québec, un genre que j'apprécie particulièrement. Et j'étais très content qu'on m'offre l'opportunité de rencontrer ces personnes. Alors, je vous les présente. Louise Bombardier. Bonjour. Bonjour. Comédienne et dramaturge qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre avant de plonger dans la poésie. Avant de revenir à mes premières amours, qui était la poésie. Voilà. Et qui nous arrive avec, attendez un petit peu, Brûler l'hiver chez Poète de Brousse. On va en parler dans quelques minutes. On a aussi Nan Cousier. Bonjour, bonsoir. Qui nous propose des haïkus. On va en parler aussi. Le temps glisse le long des jours, publié chez David. Et on a M. Jean-Paul Daou qui nous arrive avec un récit poétique. Un peu votre force en littérature, on vous voit quelquefois dans ce genre-là, mais c'est d'abord aussi de la poésie, bien entendu. Et ça s'appelle Les Miroirs de l'ombre chez Hashtag. Je m'excuse, Nan, j'ai passé un peu rapidement sur vous, là, mais vous avez quand même plusieurs recueils dans votre sac, donc publiés depuis plusieurs années, plusieurs recueils, dont dernièrement beaucoup de recueils d'haïkus. Le thème de la rencontre, on avait un peu parlé du thème du vieillissement, mais nous, on préfère dire autre chose. Hein? On La a sagesse, décidé la sagesse, l'âge, la folie. le temps. Oui, parce que parler du vieillissement, ça a toujours l'air comme péjoratif. Voilà. Et surtout, on n'écrit pas vieux, on écrit point. Est-ce qu'on aura dit que Picasso peignait vieux, que Michel Tremblay écrit vieux, et là, Nicole Brassard écrit vieille? Non. Là, on s'entend que c'est complètement ridicule de dire ça. Ouais. Et moi, je rajouterais, en parlant de l'écriture, au niveau de la vieillesse, que on s'en vient peut-être plus conscient des choses. On fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Mm-hmm. Et Mais ça, on je pense que accumule c'est de important. l'expérience. On accumule de l'expérience. Pardon? On accumule de l'expérience. Oui. Voilà. Et ces recueils-là que l'on aborde aujourd'hui, ben c'est vraiment ce thème-là. C'est moi ce que j'ai trouvé. Vous voyez, j'ai beaucoup de notes à l'intérieur des recueils. J'ai trouvé il y avait ça. Il y avait l'accumulation. On parle beaucoup du temps, la relation avec le temps. On parle aussi de la relation avec le corps, notre corps qui lui aussi nous suit. Et il y avait l'expérience. Et moi, c'est ce qui m'a touché là, dans vos recueils. Madame Bombardier, Brûler l'hiver, votre recueil est composé de plusieurs chapitres par mois. Ce sont des mois. Deux saisons, en fait. Des saisons, oui, voilà. Deux saisons, ouais. Pourquoi cette construction-là? Ben, ça, c'est sur 2 livres. Mon livre précédent et celui-ci, j'ai fait les 4 saisons. Oh, je suis pas dedans, hein? Bon. J'ai fait les 4 saisons. Et cette fois-ci, c'est l'hiver et le printemps. Avant, c'était l'été et l'automne. Oui. Et puis là, j'ai fait le tour. L'autre livre, je vais parler d'autres choses, mais j'avais l'impression...
c'est drôle, je sais pas si ça vient de la pandémie, mais le rapport au temps, je l'ai senti très, très fort. Chaque mois, il y avait sa couleur, puis dans le corps, le sentiment avait toujours un rapport avec ce qui se passait dans le climat. Fait que je ne sais pas pourquoi j'ai passé 4 dernières années bien climatiques et c'est comme ça que c'est sorti. Moi, l'écriture du corps. Oui, le retour à la nature aussi, au vrai. Je sens qu'il y a beaucoup de ça aussi. Ben, c'est-à-dire qu'il y a toujours le rapport avec ce qui se passe dans la nature, qui est la vérité, hein? La vérité d'un arbre qui se dépouille, la vérité d'un oiseau qui sort, c'est tout ça. Mais toujours en parallèle avec la ville, parce que je vis quand même en ville. Puis quand je vais dans la nature, c'est comme j'ai un rapport qui est comme plus vrai, plus cru, puis qui guérit, puis qui me fait dire, regarde, la vérité est plus du côté de la nature. Et la nature, elle est malmenée également. Hein? Fait que quand on a mal au corps, on a mal à la nature aussi. Fait que je sais pas, il y a quelque chose dans l'accumulation des années dans un corps qui me fait penser à une vieille forêt, puis qui se rajeunit, qui meurt à chaque année, qui renaît. Fait que je suis beaucoup là-dedans. J'ai pas voulu faire une symbolique. C'est que j'ai reçu les dernières années très fort à travers les saisons. Et vous, Nan Cousier, vous utilisez le haïku. Je voulais, en début de rencontre, qu'on explique peut-être un peu... c'est un genre qui est quand même connu. Beaucoup de gens le connaissent, mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Alors, j'aimerais ça, un petit cours, comme on dit en anglais, un crash course de quelques minutes. Là. Qu'est-ce que le haïku? D'abord, c'est une forme brève. Le haïku, c'est une forme brève. Chaque haïku dépasse pas normalement 17 syllabes. Ça, c'est la transposition en langue française de la tradition japonaise originale qui était écrite sur ce qu'on appelle au Japon des morts, c'est-à-dire 17... c'est parce que la langue japonaise est différente de la nôtre. Et évidemment, nous, on a des syllabes pures et dures, mais au Japon, on peut avoir des syllabes qui sont très nuancées, un peu comme nos diphtongues. Alors, un mot japonais, un mot assez court japonais peut comprendre plusieurs morts. Donc, la transposition en langue française, c'est quand même une adaptation. On est quand même loin de cette musicalité de la langue originale du Japon. On a la nôtre. Et c'est dans cet exercice-là, évidemment, qu'on pratique le haïku. Une petite particularité du haïku, c'est qu'il s'écrit en ce qu'on peut appeler deux séquences. Deux séquences qui sont séparées par ce qu'on appelle une césure. C'est-à-dire, il y a une séquence qui nous permet d'installer, si on veut, le paysage ou le moment où la chose se passe. Et puis, l'autre séquence qui se déroule sur 2 lignes, mais qui ne sont pas des vers, parce que traditionnellement, le haïku, ce n'est pas un poème dans le sens où on l'entend en Occident. C'est un flash, une espèce d'esquisse d'un moment vécu, de quelque chose qui se passe, en général très proche de la nature, très proche de l'expérience immédiate. Et le tout en quelques mots. J'aimerais ça que vous nous montrez, lisez quelques extraits pour montrer un peu le rythme du haïku. Oui, je peux... Ah oui, on vieillit, hein, il faut des lunettes. Ce matin, plus fripé que moi, mon reflet. Ce matin, plus fripé que moi, mon reflet. Alors, l'idée du haïku, c'est de suggérer quelque chose. C'est-à-dire qu'en arrière d'une petite peccadille, évidemment, il y a toute une histoire d'un matin en particulier ou d'une vie en particulier. Je peux vous en lire peut-être un deuxième. Par rapport ligne brisée. Ligne brisée. Dans l'autre main, je cherche ma ligne de chance. Ligne brisée. Dans l'autre main, je cherche ma ligne de chance. Les jours rallongent. Combien en reste-t-il derrière le miroir? Les jours rallongent.
Combien en reste-t-il derrière le miroir? Alors donc c'est une forme très très ramassée qui peut ouvrir sur des multiples sens et qui s'articule vraiment à un instant précis donné. C'est pas une réflexion, c'est pas de la méditation profonde, c'est un instantané. Voilà. C'est quoi, j'ai pas compris? Un instantané. Un instantané, voilà. Oui, puis dans notre... aujourd'hui, où ce que tout va vite, on peut se permettre avec des haïkus comme ça de prendre un instantané. Monsieur Jean-Paul Daou, figure marquante de notre littérature et qu'on a entendu à la radio, qu'on voit beaucoup parler de notre littérature, justement, un grand amour pour la littérature du Québec. Après une quarantaine d'ouvrages, surtout de poésie, vous revenez à ce qui se rapproche peut-être un peu du récit, mais tout en étant aussi toujours poétique. Si vous avez eu la chance de lire Les Cendres bleues, on est un peu dans, si je me trompe, vous me le direz, mais j'ai l'impression d'être un peu dans ces eaux-là, du récit poétique qui vous nous racontez un moment de votre vie. Celui-ci, pourquoi avoir choisi de parler justement de votre relation à comment vous êtes aujourd'hui, mais sous la forme de ce récit justement poétique? Pourquoi simplement pas juste un recueil de poèmes? Vous avez voulu quand même retourner aux sources un peu avec le récit. Bien, c'est sûr qu'écrire un recueil de poésie à 75 ans, c'est pas comme écrire un recueil de poésie à 30. Moi, je trouve, il y a une belle phrase que j'avais retenue de Salvave. On entre en littérature par la nostalgie et on quitte la nostalgie par la littérature. Ça semble un peu paradoxal, mais c'est-à-dire que dans ce livre-là, Les Miroirs de l'ombre, c'est un recueil effectivement de récits poétiques qui est aussi peuplé de réflexions et de questions. Donc, c'est un projet au niveau de la perspective qui est multiple. Et ça reste très accessible dans le sens que c'est écrit avec les mots de tous les jours. J'ai voulu faire un montage un peu cinématographique, c'est-à-dire que chaque poème s'imbrique les uns dans les autres et fait une trame, si vous voulez, au niveau historique. On suit le personnage, on suit des émotions, mais il y a aussi des ruptures, ce qui fait que quand on lit le recueil, ben on peut être surpris, puis il y a comme des temps d'arrêt à cause que j'ai voulu écrire ça comme si j'avais une Kalachnikov entre les mains, puis chaque vers était un peu comme une balle perdu, j'espère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je voulais vraiment qu'il y ait une intensité au niveau du rythme, de la nervosité de l'écriture. Oui, et c'est totalement réussi comme la plupart de vos récits. Justement, vous abordez un peu ce sujet-là. Je voudrais vous demander à vous trois, on pense souvent que la poésie est difficile d'accès, que c'est difficile de lire de la poésie. J'imagine que vous vous faites dire, moi, en tant qu'ancien libraire, on me le disait souvent. On me disait, mais moi, je lis pas de poésie, c'est difficile, j'ai pas le temps. Et pourtant, ça nous permet de nous déposer, selon moi. Ouais. Mais j'aimerais avoir votre opinion. Pourquoi qu'on pense ça et quels sont les moyens de bien l'accueillir? Il y a Paul-Marie Lapointe qui disait que tout recueil de poésie, c'est 50 d'écriture et 50 de lecture par rapport justement au lecteur. Il faut faire un effort pour aller vers le poème. Donc, en ce moment-là, vous avez l'écriture qui vous sert de tremplin à réflexion. Mais il faut pas paniquer non plus. Je veux dire, moi, je comprends pas tout de Rimbaud, là. Je l'aime beaucoup, mais il y a des moments donnés où il me perd carrément. Et c'est bien parce qu'au niveau du rythme, au niveau des mots choisis, de l'emphase, ça amène toute une autre dynamique de lecture.
Parce qu'un recueil de poésie, on ne le prend pas de A à Z. En général, on pige des textes, on revient, on se promène. Donc, c'est pour ça que la poésie a un rythme différent de lecture. Moi, je trouve que ça se rapproche de la musique beaucoup. Oui, exact. On ne demande pas à la musique de comprendre, hein? Comprendre qu'est-ce que ça dit, la musique. On la reçoit, on la vit, Et puis aussi, le lecteur, s'il prend ces mots-là, puis voyons, j'ai de l'écho, hein? Et puis s'il se le lit à lui-même à haute voix, il va voir la réverbération des mots. Et le poète se les dit fort à l'intérieur de lui. C'est des mots qui sont... Si on en choisit peu, c'est parce qu'ils ont été extrêmement choisis, ces mots. Alors, ils ont été choisis parce qu'ils répondaient à un rythme, à une nécessité intérieure, un peu comme une partition musicale. Alors, moi, je pense que ce qui est sensible à la musique va être sensible à la poésie. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a du sens, mais c'est pas obligé de comprendre du tout. C'est pas du tout au rationnel que ça s'adresse. Et les gens ne comprennent pas tout le temps la même chose. Ben non. Vous avez sûrement des commentaires de lecteurs qui vous disent « Moi, j'ai compris ça, puis c'était pas du tout l'intention que vous aviez, mais en même temps, ça a du sens. Ça s'adresse au sens. » Oui. Mais oui, en fait, la question, c'était pourquoi les gens trouvent ça difficile, la poésie, de lire de la poésie. Ben, la réponse, c'est ça dépend de quelle poésie. Parlant de Rimbaud tout à l'heure, il y a des livres de poésie qui sont faciles à lire, comme la poésie narrative, comme celle que Jean-Paul écrit, c'est plus facile à lire pour des gens qu'une poésie extrêmement fouillée, trop symbolique, qui fait référence à beaucoup de connaissances ou de savoir. Alors donc, ça dépend quelle poésie. Et vous en parlez dans votre introduction de votre livre, vous dites, c'est après plus d'1 an de retravail, il y a ça aussi dans la poésie. Il y a beaucoup, chaque mot est important, donc oui. On relit, on réécrit, on relit, on réécrit. Oui, mais en fait, lire la poésie, c'est prendre du temps. Un temps différent, la narration nous embarque, le roman nous embarque. On n'a pas besoin de faire un effort, on n'a pas besoin d'établir un rapport intime, dans le fond, avec le livre, dépendant évidemment du type d'ouvrage. Alors, je pense que si un lecteur n'a pas fait un minimum de travail sur soi, qu'on pourrait dire psychologique, là, bon, c'est pas le mot adéquat, mais enfin, je crois que la poésie va être difficile justement parce qu'il ne sait pas rentrer dans l'intimité du poète ou de la poète. Madame Bombardier, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Je me file pas très jasante. Mais je veux dire, c'est drôle, la poésie, il y en a de toutes sortes. Il y a autant de poésie que de poètes. Hein, mais ça me fait penser à... Je sais pas, là, je dis le jazz, mais c'est des genres. Et puis, à l'intérieur de ça, à l'intérieur d'un poème, il y a tout un petit monde qui est plié, comme dans une petite maison miniature. Puis c'est vrai que ça s'adresse à l'intime. Alors, si tu sors ton oreille musicale de rythme, si le moindrement un peu de rythme, tu vas l'entendre dans la poésie. Et la poésie va te mener à un endroit où tu pensais pas aller. C'est ça qui est intéressant. Ben, la poésie suit un peu un courant contemporain dans le sens que, au niveau de l'écriture, on peut écrire un roman et il y a de l'essai dans le roman. Peut-être le meilleur exemple de ça, c'est le tigre blanc, le tigre triste de Neige Sino. Je veux dire, c'est en poésie aussi, on écrit des choses qui peuvent être anecdotiques et après, il ne faut pas oublier que la poésie, c'est quand même le domaine de l'émotion. Et les perspectives sont différentes que dans un roman où on a un point de vue, on raconte des choses, alors que la poésie, on peut être happé par des images et auxquelles on ne peut pas résister nécessairement. Oui. J'ai remarqué dans vos recueils, ce qui m'a touché beaucoup, c'est j'ai l'impression, et là c'est probablement ce qu'on parlait tout à l'heure de l'expérience, on parlait d'intime tantôt, j'ai l'impression dans vos recueils que vous avez touché ça vraiment de façon... En fait, vous vous êtes... Vous ouvert, vous nous racontez des choses très intimes, vous vous dévoilez. C'est une mise à nu, souvent, c'est des mises à nu, oui. Oui. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile aujourd'hui? Bien, c'est difficile parce que déjà, des choses
C'est toi, la poésie te permet de dire des choses que tu pensais pas que tu oserais dire. Et avec une langue un peu codée, tu arrives à dire des choses qui sont des fois très dures, mais parce qu'elles sont belles, elles sont acceptables. Parce qu'on fait de la beauté avec des sentiments qui sont pas nécessairement beaux. Et on trouve la place de la beauté dans la laideur. C'est bien... Puis moi, je trouve... Tu sais, vieillir, des fois, il y a des choses un petit peu moins intéressantes, ou voir ses proches mourir et tout ça. Bon. Il y a une épreuve, c'est l'épreuve du feu, ça brûle. Mais comment tu vas traduire ça pour pouvoir bondir au-delà de l'expérience qui fait mal? Moi, je dis toujours que j'avais écrit une phrase quand j'étais plus jeune, puis j'ai toujours dit « C'est laid, une plainte sans le rythme. » Mais mets du rythme sur une plainte et ça devient du blues. Fait que c'est ça. En fait, la poésie, pour moi, c'est ça. C'est toucher des blessures, des fois, des choses très intimes, des choses impudiques, mais tout à coup, tu leur donnes un relief et tu les fais bondir comme un cheval, et tout à coup, ça devient beau d'avoir mal. Universel. Je pense qu'il n'y a pas de littérature où il n'y a pas de blessure. Non, c'est ça. Il y a une blessure, sinon, tu n'as pas le goût d'écrire. Je suis assez d'accord avec ça, oui. Pour moi, un des aspects de l'écriture de la poésie, j'appellerais ça, c'est désosser les représentations. C'est-à-dire en plus évidemment de livrer une expérience, on a une expérience et on a des mots comme tout fait ou des phrases toutes faites, comme par exemple le temps passe. Pour moi, c'est une phrase toute faite qui est collée sur un type d'expérience. Dans le travail de la poésie aussi, quand on démonte les représentations qui sont des clichés ou des façons de percevoir les choses standards, les gens qui lisent la poésie, qui n'ont jamais réfléchi à ça, sont peut-être un petit peu déroutés. Mais non, qu'est-ce qu'il va chercher là? C'est un travail sur soi, c'est un travail sur comment on vit les choses et comment on va chercher en nous une façon de les dire autrement. Et vous, Jean-Paul, vous avez décidé d'aborder dans ce recueil-là des thèmes très, très... vous vous dévoilez beaucoup. Je pense que vous l'aviez fait tout le long de votre carrière, à demi-mot, mais il y a beaucoup de choses que vous avez révélées dans ce recueil-là. Est-ce que ça a été, c'est ma question, est-ce que ça a été difficile ou plus facile pour vous aujourd'hui? On dirait que l'écriture, c'est plus difficile en écrivant qu'en y pensant. Ouais. C'est que, à un moment donné, une fois qu'on est dans le projet, on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui deviennent indispensables à mettre dans le recueil. Fait que je pense qu'on est nous-mêmes pris au piège qu'on se tend et qu'on accepte avec plaisir. Bon, ça n'a rien à voir avec le masochisme, quoi que ça se peut, mais bon. Mais moi, je trouve que dans l'écriture de la poésie, c'est justement ce que Louis disait, de faire quelque chose de beau avec quelque chose de vécu qui est laid. Je pense que prendre la célèbre phrase de Leonard Cohen, c'est « la lumière rentre par la fissure ». Donc, c'est un peu ça qu'on fait avec le poème. Et c'est souvent, d'ailleurs, les gens qui lisent la poésie, ils ont souvent une très grande sensibilité que le poème peut peut-être exacerber. Mais je pense que le poète aussi... Il donne des mots à ceux qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas. Et on est un peu des sortes de rafles de Delphes, le Petit. Bon, on arrive dans des inspirations qui, des fois, nous dépassent, mais qu'on doit quand même dealer avec, là. Et est-ce que ça vous a permis de dealer un peu avec ces monstres-là? Est-ce que vous avez pu... Non, on les apprivoise pas vraiment. On les cache derrière des barrières de mots. Mais à la moindre occasion, ils nous sautent dessus. C'est vrai, pareil. Oui? Ben oui. C'est une ménagerie, c'est sauvage. Ça s'apprivoise pas vraiment. Ouais. Et, on est quand même capable de dépasser oui. de dépasser la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera plus, mais elle va être dépassée. On va l'intégrer autrement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est plus elle qui nous mène. C'est de dépasser le cliché, le cliché de raconter la souffrance. C'est ça, se battre contre le cliché.
contre le stéréotype. Comment je pourrais approcher ça pour que la personne qui me lit reçoive la même chose que moi? Tu sais, mais dans une langue inventée. Parce que c'est ça, c'est une recherche aussi d'y aller par un biais obscur, par un biais, par derrière. C'est Symbolique. Oui, c'est se surprendre soi-même pour Mais surprendre. puis c'est un peu la relation avec le temps, parce que je sentais dans vos recueils qu'il y avait ça, relation avec le temps. On l'a dit tout à l'heure, les saisons qui passent, une année complète là, à vivre. J'ai l'impression que dans la jeunesse, quand on est plus jeune, on voit pas le temps passer. Et là, arrive, là, on a comme une illusion, on est dans la folie, on vit à 100 000 à l'heure. Dans Et là, l'instant, plus, ouais. ouais. Est-ce que la poésie permet ça maintenant dans votre écriture? La poésie est bonne dans l'adolescence. Moi, l'adolescence et la poésie, je trouve que ça va extrêmement bien ensemble. La première forme que j'ai utilisée à 14 ans pour exprimer ce qui était inexprimable, c'était la poésie. On devrait enseigner la poésie, enseigner bien la poésie là, à des adolescents, parce que le cri du cœur de l'adolescent et la poésie, c'est très proche. Donc, peut-être que les vieux retrouvent au niveau hormonal une délinquance de fin de vie qui rejoint l'adolescence, où il y a une espèce de violence à dire les choses, mais les dire de façon crue, nue, transcender les clichés, justement, du langage rationnel et tout à coup toucher direct au bobo dehors, le bobo dehors. Fait que moi, je pense que la poésie convient à toutes les étapes de la vie, mais peut-être qu'en vieillissant, il y a quelque chose qui s'est déposé dans le creuset de l'alchimie, là, quelque chose. Mais à l'adolescence, on est très, très près de la poésie, moi, je pense. Étiez-vous près de la poésie à l'adolescence, vous? Pas du tout. Non? Ou alors pas de la poésie, parce qu'on parle de poésie, mais en fait, on parle de poème. De quoi on parle? De poésie ou de poème? Alors, oui, j'étais probablement proche de la poésie. J'ai grandi au bord de la mer et, évidemment, j'étais déjà contemplative. Mais le poème, non, à part ce qu'on apprenait à l'école, dans les cours de français. Parce que quand moi, j'étais à l'école primaire, par exemple, on avait des cahiers de récitation. On apprenait par cœur des récitations. Et puis, il y avait des fables de La Fontaine, mais des grands poèmes classiques aussi, là-dedans, très lourds. Là, des Ronsard et compagnie. Voilà, des alexandrins, des sonnets, des choses lourdes. Et puis, à l'école secondaire, la poésie, le poème faisait aussi partie du patrimoine qu'on nous enseignait. Et on faisait des exercices d'analyse de texte sur des poèmes autant que sur d'autres types de textes. Mais j'avais pas... obligatoire, c'est obligatoire quand même. J'avais pas de livre de poésie à la maison, de poèmes, non. Mais par contre, j'ai toujours été contemplative et rêveuse. Donc, à un moment donné, l'écriture s'est mise là-dedans. Oui. Et vous, Jean-Paul, vous qui rencontrez beaucoup de jeunes écrivains, de jeunes écrivaines, des autoristes qui se plongent dans la poésie avec une nouvelle façon d'aborder la poésie, comment vous les recevez? Comment vous les voyez même? Quelles sont, selon vous, cette attitude-là différente peut-être d'aborder la poésie? D'abord, au Québec, la poésie se porte très bien. Il y a beaucoup de nouvelles voix qui amènent des nouvelles thématiques. Pensez, par exemple, aux Autochtones. Pensez à des gens qui dénoncent des relations familiales. Pensez au climat, la crise du climat. Tout ça fait que ça amène des nouvelles thématiques au niveau de l'écriture que moi, j'avais pas dans les années 70 ou 80. Puis donc, c'est intéressant de voir ça. Et aussi la grande liberté qu'ils prennent avec la forme. Ils sont assez audacieux et souvent, c'est des poèmes qui peuvent des fois être près du rap, dans le sens qu'il y a comme une grande musicalité, des énumérations, des références qui reviennent. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et tout ça aussi dans un vocabulaire qui est quand même assez riche. C'est ça qui est surprenant, que j'aime beaucoup. Donc, non, je suis pas inquiet pour la poésie québécoise. Pas du tout.
C'est une bonne nouvelle. Avez-vous l'illusion que la poésie nous aide un peu à maîtriser le temps? J'avais l'impression qu'on a... Moi, je dirais à habiter le temps. Ouais. Et puis, pour ce qui me concerne, en tout cas, ça fait très, très longtemps que la question du temps me préoccupe. Intellectuellement, émotivement aussi. Peut-être parce que j'ai grandi dans un pays où le temps... J'ai grandi en Afrique, au Sénégal, où le rapport au temps était très, très, très différent du rapport au temps des Blancs, des Occidentaux, dont je faisais partie. Mais j'ai été imprégnée par cette marche, par ce rapport au temps, par ce temps que les gens ont. Les gens avaient le temps et les Blancs n'avaient pas le temps et les Africains, eux, avaient le temps. Alors, je pense que j'étais très, très imprégnée par ça, mais de façon inconsciente parce que j'ai jamais eu l'occasion de le verbaliser ou de l'entendre verbaliser ou même de pouvoir échanger avec des adultes sur cette question-là. Donc, pour ce qui me concerne, vieillir ne m'a pas nécessairement apporté une nouvelle question sur le temps, mais par contre, un nouveau rapport. Quand je dis, par exemple, le temps glisse le long des jours, ça ne veut pas dire le temps passe. Ça veut dire, j'ai conscience que j'ai deux types d'expérience du temps. Un type d'expérience d'un temps continu, des choses continuent malgré tout, et un type d'expérience qui est de l'ordre de la rupture continuelle, permanente, qui se renouvelle. Et puis, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était une contradiction, maintenant, c'est devenu une intégration. Les deux modes de temps coexistent. Et vous, Sur le temps? Pour moi, je sais pas, sur le temps. C'est pour cristalliser peut-être les moments de vie, mais je pense pas que la poésie ne s'intéresse au temps nécessairement. Moi, c'est là pour... moi, je trouve que c'est pour laisser une trace de quelque chose qui t'a bouleversé, puis essayer de retrouver cette trace, de trouver un langage pour pérenniser cette trace, puis la laisser traîner chez les autres pour qu'elle résonne. Mais c'est pas une question de temps. Et d'ailleurs, est-ce que votre forme d'écriture a changé au fil du temps? Est-ce que oui, des années? En tout cas, moi, je me suis dépouillée beaucoup. J'ai commencé ma vie, j'aimais écrire, mais on me disait toujours, t'as beaucoup trop d'adjectifs. C'était ça. Mes profs de français. Puis c'est difficile d'arriver au dépouillement. C'est très, très difficile. C'est une lutte de toute ma vie, je crois, pour arriver, pas au haïku nécessairement, mais pour arriver à l'os. Comme disait Cocteau, le style mince et musclé, là. C'est très difficile. Il faut que tu travailles c'est comme faire du cheval sans trop brusquer, là. Il faut... C'est la même chose pour vous Oui, en fait, le haïku, ça fait longtemps que je connais le haïku, mais ça fait pas longtemps que je l'investis. Et pour une autre raison, évidemment, moi, je l'ai d'abord exploré comme on fait des exercices de style. Et puis, ça m'a beaucoup fatiguée. Les littéraires, la critique littéraire ne s'intéresse pas au haïku, ne considère pas probablement que c'est un travail d'écriture intéressant, suffisant. Alors donc, ça m'a beaucoup fatiguée, ça. Puis j'ai abandonné le haïku parce que je me disais, moi, j'ai pas envie d'exister juste dans un couloir de gens qui s'autogratifient puis qui s'aiment les uns les autres. J'aimerais bien aussi que le haïku puisse se comparer à l'autre poésie. On ne sait même pas comment l'appeler. Il faudrait peut-être trouver un autre nom pour le haïku en français, je ne sais pas. Et vous, M. Daou, l'évolution, parce que vous en avez publié beaucoup, est-ce que vous sentez que de vos premiers écrits à ce que vous nous proposez aujourd'hui, il y a une évolution? Ou c'est toujours le même Jean-Paul qui est caché? C'est que souvent, les recueils de poésie qu'on écrit se répondent aussi les uns aux autres. Et à un moment donné, le recueil devient l'écho d'un autre qu'on a écrit. Quand on parle de temps, quand on écrit, le temps n'est plus pareil. On le réorganise. Ça devient différent du temps
classique, je dirais ordinaire. Alors que quand on écrit, on plonge dans notre propre temps intérieur. On découvre des paysages. Denise Desautels a une belle image où elle parle que le poète, c'est un spéologue, c'est qu'il creuse les strates de son vécu. Et souvent, la poésie s'attache peut-être à une strate parce que c'est là où on en est rendu. Au niveau du temps, je regarde ce que j'ai fait puis je suis content d'avoir écrit ce que j'ai écrit dans le sens que il y a des livres qui ont été beaucoup plus difficiles que d'autres, mais des fois, on n'a pas le choix d'écrire ce qu'on veut dire, ce qu'on a vécu pour pouvoir passer à autre chose, sinon on se répète. On se protège, on met des barrières, des douanes, et on dit non, j'irai pas là. Mais justement, c'est là peut-être qu'il faut aller. Et là, le temps, ça nous risque et périls. Il y a beaucoup de gens, de poètes qui justement paient cher pour leur quête, pour leur démarche. Mais en même temps, c'est ça l'aventure créatrice, que ce soit au niveau de la peinture ou de la musique. Enfin, c'est partout pareil. Quand on écrit, on peint, on fait de la musique, on rentre dans un autre univers, il y a le nôtre, mais qui prend une autre perspective. Et parce que tantôt, tu parlais qu'enfant, le temps passe vite. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Moi, quand j'étais jeune, je trouvais le temps tellement long. Moi aussi, long. Je pourrais vous décrire des dimanches après-midi, je m'ennuyais en mourir. Et je pense qu'en vieillissant, le temps passe beaucoup plus vite. Ouais. C'est ce qu'on dit. Puis ça a l'air que scientifiquement parlant, ça se prouve qu'en vieillissant, le temps passe plus vite. Ouais. Alors, profitez-en. Ça, c'est vrai. Oui, hein? Ah ouais. Et- Moi aussi, j'avais l'enfant, je m'emmerdais. C'était long. J'avais hâte qu'il se passe quelque chose, tu sais. Puis là, après ça, c'est court. Là. Quand on est vieux, c'est plus court. C'est vrai. On a parlé un peu de la société, justement, tout à l'heure. La place du poète, on le sait, là, souvent, on a des essayistes qui vont parler de la société d'aujourd'hui ou d'avant. Ils vont aller avec des théories. Est-ce que le poète a aussi cette voie-là de faire passer des messages? Je pense que oui, là, mais je veux vous entendre. La poésie est un genre, mais je veux dire, illimité, là. Je sais pas, tu peux faire passer des idées très, très nouvelles en poésie. Tu peux inventer des concepts. Tu peux dire, regarde, moi, là, je dis quelque chose que personne n'a encore jamais dit, je le dis. Moi, je pense que c'est la liberté. Pour moi, la poésie, c'est la liberté. C'est vraiment la grande liberté. Parce que si t'es pas authentique, ça marchera pas. La poésie, ça marche pas. Si tu touches à rien de réel, ça marchera pas. Parce qu'on est dans l'économie. Fait que un roman, tu peux faire illusion, hein. Tu peux faire illusion pendant quelques pages. Mais tu peux pas en poésie. Si tu le rates, il est raté ou il est réussi. Mais moi, je trouve quand même que c'est l'école de la liberté. C'est l'école de l'adolescence que tu pratiques jusqu'à la mort. Parce que l'adolescence, pour moi, c'est là que tu nais à toi-même. Puis tu vas essayer de parfaire cet individu jusqu'à ta mort en le raffinant. Mais c'est pas toi qui décides, hein? C'est les couches qui tombent une après l'autre. Êtes-vous d'accord, M. Daou, que la poésie est la liberté? La liberté. Oui, ça dit que tout est permis. Tantôt, on parlait de message. Je pense que le but premier du poète, c'est peut-être pas de passer un message, même si finalement, il en passe un, des fois même à son insu. Bon, moi, quand j'avais 17 ans, j'aurais aimé ça lire des poètes queer. Il n'y en avait pas. Ouais. Il y avait André Gide qui me tombait ses nerfs. Oui, il était Puis d'autres, les caves du Vatican de je ne sais plus quel fric. En tout cas, moi, je lisais ça, puis ça me disait absolument rien. Mais là, il y a des jeunes aujourd'hui qui viennent me voir, qui ont dit, ton recueil, Les Garçons magiques, qui vient d'ailleurs d'être réédité, correspond à leur quête amoureuse. Moi, j'ai mis des mots sur des choses qui n'existaient pas.
dans le sens que quand on écrit, on nomme des choses et elles commencent à exister et à se défendre. Moi, je trouve que la plus belle image de la Bible, c'est au tout début, quand Adam nomme les choses le paradis terrestre. Au fur et à mesure qu'il les nomme, ces choses-là lui appartiennent. Alors donc, moi, en écrivant dans les années au début 80 de la poésie queer, c'est sûr que je n'avais pas en tête de devenir le chef de file, là, mais c'est sûr que ça a eu des échos. Bon, ça, c'est une sorte de thématique, de message. Mais j'écrivais pas nécessairement pour faire des messages, j'écrivais plutôt pour raconter ma quête amoureuse, mes déboires, etc., qu'un gars avec un gars peut vivre alors qu'on avait tout le temps un gars avec une fille. Alors, ça a changé. Puis là, ça change encore plus aujourd'hui parce que, bon, l'éventail s'ouvre de plus en plus et c'est tant mieux. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est de mettre les mots sur des choses que les gens vivent, mais qu'ils ne savent pas exprimer nécessairement. Mais au niveau, par contre, d'avoir un impact, ça, c'est une autre histoire. Évidemment, il y a les poètes, à travers la chanson, qui ont pu faire des choses. Je pense à Félix Leclerc en particulier. Là, oui, il y a des messages qui ont pu être livrés, mais à travers un médium qui est très, très, très populaire, qui est facile d'accès, pas comme d'aller fouiller dans les livres. Et puis, il y a maintenant, à travers les réseaux sociaux, évidemment, des poètes qui sont capables de livrer des choses, ou des poètes qui font, comme David Goudreau, des poètes qui font des spectacles et qui disent des choses. Moi, je suis très, très frappée dans une nouvelle génération de poètes masculins, quand ils parlent de leur paternité, par exemple, et je suis très, très frappée de la façon dont ils font les liens entre eux, le père, l'enfant qui arrive, la descendance, et les ascendants aussi. Alors, cette conscience-là de ce fil, cette continuité, ça me frappe beaucoup. Et je trouve ça très, très positif. Oui. C'est des nouvelles créations humaines, c'est ça? Oui. C'est un rattachement. Au lieu que chacun fasse sa poésie de génération, chacun s'enferme dans sa génération, bof ceux d'avant, bof ceux d'après. Non, je trouve que c'est vraiment très, très... très stimulant et très encourageant de lire ça. Et particulièrement en poésie ou dans oui, j'ai lu. Non, en fait, je fais référence à quelque chose que j'ai lu récemment. Oui, à deux ou trois auteurs. Ouais. Vous êtes d'accord, madame? Oui, oui, parce qu'il y a des choses qu'un homme n'aurait pas dit il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Il y a toute une nouvelle parole. Oui. Autant Jean-Paul parlait de... Il y a aussi ça. Là. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Mais il y a aussi... Donc, dans la poésie naît toutes sortes de nouveaux personnages humains qui n'auraient pas été capables... Ça n'aurait pas été capable d'être nommé il y a 50 ans. Il y a aussi, faut pas l'oublier, la voix des femmes. La voix des femmes oui. En poésie est extrêmement vivante. On la voit, je l'ai vu dans les 10 dernières années, les rayons de poésie. Hey, au Québec, c'est incroyablement voilà. riche, là, vraiment très. Voilà, ça vous inspire? Ah ben oui, puis toutes les générations. Moi, je trouve que les vieilles et les vieux n'ont pas assez là. Montrez-nous nos Nicole. Je pense qu'elle est ici, Nicole Brossard, mais montrez-nous nos aïeux et nos aïeules. Là. Ouais. Faites-les vivre, parce que c'est les maîtres et les maîtresses. C'est eux autres qui ont mis au monde, puis sont encore d'une grande modernité. Puis la modernité, c'est pas la jeunesse. La modernité, c'est l'âme. Fait que ça, que toutes les générations soient là ensemble, c'est merveilleux aussi. Ouais. La multiplicité des paroles. Là. Et M. Daou, ça passe par où justement la propagation de la bonne nouvelle de la poésie? Est-ce que ça passe par les médias, pas tellement les médias. Non, je ne me rendrai pas jusque-là. Non, les médias sont très frileux. Ça existe de temps à autre, des comptes rendus, mais je pense pas. Ça passe surtout par, je dirais, une sorte de bouche à oreille, de lecture publique, de lancement. Des célébrations. À ce moment-là, chaque poète invite sa gang. Il y a des lectures de ces lancements-là. Et il y a des revues aussi qui existent, entre autres comme Estuaire, Exit et tout, qui sont des tremplins à faire connaître le poète. Et
surtout à faire connaître la poésie contemporaine. Donc, les médias, ils sont pas... c'est un peu comme ça, un peu partout. J'ai des amis français, des amis belges qui sont poètes, puis les médias, on parle pas. On parle de romans, on parle de gros spectacles, etc. Mais la poésie, c'est triste à dire. Non. Ça demeure tout le temps... on est très frileux par rapport à discuter de la poésie, où on règle dans les médias le recueil d'un poète en 20 lignes, puis ça y est, avec 3 étoiles, puis bonjour, bye-bye. Je pense que c'est dommage parce que les gens qui découvrent qu'ils ont une piqûre de la poésie, ben à ce moment-là, ils comprennent, ils peuvent difficilement s'en passer, puis aller voir. Il y a autant de sortes de poésie que de sortes de poètes, même s'il y a des écoles qui se greffent de parler de la poésie féministe, c'est sûr, mais c'est tellement... Si on se fie aux médias pour découvrir la poésie, là, vous allez manquer le bateau. Hélas, non, c'est ça. Marche pas. C'est comme si c'était ésotérique, hein, pas encore. C'est resté ésotérique, la poésie, pour bien des gens. Ils sont sûrs qu'ils vont avoir de la difficulté, comme les gens étaient face à la musique classique. Oui. Un peu, il y avait cette type ou le jazz, c'est pour initier. Alors qu'il y a toutes sortes de poésie. Il y en a de l'hyper accessible, tu sais, même. Oui, puis moi, j'ai eu la chance inouïe de faire l'émission Puis on est fou, puis on lit durant 11 ans. Alors, moi, je lisais de mes poèmes. À chaque 2 semaines, je lisais un poète québécois, je le présentais. Ça, c'était une tribune extraordinaire. Après, il y a des bibliothécaires qui me disaient, maintenant, les gens ont moins peur d'aller vers la poésie. Ils vont parce qu'ils ont entendu quelque chose qui leur touchait et tout. Bon, alors, c'est comme quoi la poésie peut aussi faire partie des médias et sans être populaire, entre guillemets, qu'elle soit connue, puis qu'on voit qu'il y a différentes propositions d'écriture poétique. Ça, je trouve que j'ai été chanceux pour ça. Mais en même temps, peut-être que j'avais une façon de le faire. Mais c'est important qu'on sache que la poésie, le poète écrit pour lui, mais pour les autres aussi. Il faut faire sa promotion, il faut la célébrer, il faut la chanter, il faut la dire, il faut, pas être gêné, tu sais. C'est ça. Il y a comme des dynamiques de milieu aussi, hein. C'est sûr qu'à Montréal, il y a un bassin qui est différent que dans des régions où moi j'habite. Moi, j'arrive de Québec, la poésie est très forte. Donc, c'est ça. Québec, chaque poésie a son public, Québec, chaque livre a son lecteur. C'est déjà tout le temps. C'est passé... on parle de temps, mais le temps a passé vraiment très vite en votre compagnie. Merci beaucoup, Jean-Paul Daoust. J'aimerais dire un petit quelque chose par rapport à la notion du temps passe. Oui. Pour moi, c'est nous qui passons dans le temps. Pour moi, le temps est une entité... comme l'espace, et nous, on passe dans le temps. Et pour moi, c'est pas le temps qui passe. Et passons-le en poésie. Alors, merci beaucoup, Jean-Paul Daoust. Avec le temps, tout s'en va. Voilà, vous restez avec nous. Nan Cousier et Louise Bombardier, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous cet après-midi. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.